Ma famille a exigé que je donne la moitié de mon restaurant à mon frère, et quand j'ai refusé, ils l'ont incendié. Alors je les ai traînés en justice. Ce que le juge a révélé a ébranlé la ville. J'ai 30 ans et je travaille dans la finance depuis 8 ans. Je vis dans une maison modeste dans le sud de Kansas City que j'ai achetée avec mon propre argent. 400 000 $ pour un endroit décent. J'ai gagné chaque dollar grâce à des années de semaines de 60 heures et une gestion budgétaire rigoureuse. En grandissant, la dynamique dans notre maison était parfaitement claire. Blake, 26 ans, était l'enfant chéri, et moi, j'étais juste là. De 4 ans mon cadet, Blake ne pouvait faire aucun mal aux yeux de mes parents. Un D en maths? L'enseignant lui en voulait. Il a quitté son 3e emploi en 6 mois. L'environnement de travail n'était pas favorable. Pendant ce temps, j'étais constamment sous surveillance. Tu dois être plus mature. Montre un meilleur exemple. C'est ce que font les grands frères. Je l'ai tellement entendu que je pouvais le réciter dans mon sommeil. Le fait est que je ne m'y suis pas habitué parce que ça me semblait normal. Je m'y suis habitué parce que j'ai appris très tôt que moins j'attendais de mes parents, moins je serais déçu. C'était une question de survie. Mes années de lycée ont été particulièrement difficiles. Alors que Blake était couvert d'éloges pour avoir intégré l'équipe de basketball JV, mes parents ont manqué ma finale nationale de décathlon académique où j'ai terminé 2e. Quelqu'un devait emmener Blake à son match, a été l'explication que j'ai reçue lorsque je suis rentré à la maison avec la médaille d'argent. La médaille a fini dans le tiroir de mon bureau, et on n'en a plus jamais parlé. Pour l'université, j'ai travaillé à 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité à Missouri State, tandis que Blake a obtenu une bourse complète à Mizzou grâce à mes parents. Ils lui ont même acheté une nouvelle Civic comme cadeau de fin d'études. Moi? J'ai eu une poignée de main ferme et un discours « Nous attendons de grandes choses de toi ». Une seule personne dans cette maison m'a jamais fait sentir que j'étais vu, mon grand-père. Il n'était ni affectueux ni émotif, mais il montrait son amour de manière significative. Chaque fois que je lui rendais visite, une tasse de café noir m'attendait. Un gamin comme toi n'a pas besoin de sucreries. Tu dois rester vif, disait-il. Lorsque mon ordinateur est tombé en panne pendant mon premier emploi et que je n'avais pas les moyens de le remplacer, une petite somme d'argent est apparue sur mon compte le lendemain. Quand j'ai appelé pour le remercier, il a simplement dit « Ça vient de mes économies ». Pas grand-chose, mais assez pour que tu n'aies pas à te battre seul. Il n'en a jamais fait toute une affaire. Il n'en a plus jamais parlé, mais je ne l'ai jamais oublié. Mon grand-père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a travaillé comme machiniste pendant 40 ans. Dur à cuire, mais juste. Il m'a appris à faire ma propre vidange, à réparer un robinet qui fuit et à investir judicieusement. Ne compte jamais sur personne d'autre pour construire ta vie, me disait-il pendant que nous travaillions sur son ancienne Chevy dans le garage. Il est venu à chacune de mes remises de diplôme au lycée, université et même ma cérémonie de certification en finance. À chaque fois, il me glissait une carte avec un billet de 100 $ et une note qui disait simplement « Fier de toi ». Court, simple, mais ça voulait tout dire. Il y a 2 ans, mon grand-père est décédé. J'ai perdu la seule personne de ma famille qui m'ait jamais valorisé pour qui j'étais. Environ un mois après les funérailles, nous nous sommes réunis au cabinet de l'avocat Gavin pour la lecture du testament. Mon grand-père avait tout divisé méticuleusement, 200 000 $ chacun pour Blake et moi, 100 000 $ chacun pour mes parents. La maison dans laquelle vivaient mes parents et Blake serait codétenue à 50-50e par Blake et moi. L'avocat a expliqué clairement le raisonnement de mon grand-père. Parce que vos parents ont toujours montré du favoritisme envers Blake, ils ne pouvaient pas leur faire confiance pour gérer la succession équitablement. Ils craignaient que s'ils laissaient tout entre leurs mains, Rowan ne se retrouve avec rien. L'expression sur le visage de mes parents était quelque chose à voir. La bouche de ma mère était littéralement ouverte, tandis que le visage de mon père a pris une teinte cramoisie impressionnante. Blake fixait simplement ses chaussures, incapable de croiser le regard de quiconque. Il s'est avéré que mon grand-père avait vendu sa propre maison pour 600 000 $ quelques mois avant sa mort. C'est de là que venait l'argent. Il avait tout planifié avec soin pour s'assurer que je ne serais pas floué après son départ. J'ai transféré ces 200 000 $ sur mon compte et j'ai immédiatement su ce que je voulais en faire. Travailler dans la finance m'a appris que l'argent qui reste inactif perd rapidement de la valeur. J'ai donc décidé d'ouvrir un restaurant, non pas par passion pour la cuisine, mais parce que je le considérais comme un investissement solide qui pourrait générer des revenus constants s'il était bien géré. J'ai fait mes devoirs,
passant 3 mois à étudier la scène culinaire de Kansas City. J'ai identifié un manque sur le marché pour une cuisine réconfortante haut de gamme dans le Crossroads District. L'emplacement avait un trafic piétonnier décent, un loyer gérable et était suffisamment proche du quartier des affaires pour attirer la foule du déjeuner. J'ai dépensé environ 180 000 $ pour lancer l'entreprise. J'ai embauché un chef expérimenté nommé Marcel, que j'avais rencontré par le biais d'un client. Il était incroyable, formé à la Nouvelle-Orléans et avait travaillé dans des endroits haut de gamme avant de vouloir quelque chose de plus petit où il pourrait avoir plus de contrôle créatif. Le restaurant est devenu sa cuisine et mon entreprise. Je n'ai pas quitté mon travail de jour. Je travaillais toujours dans la finance, tout en embauchant un gérant de confiance pour s'occuper des opérations en salle. Le restaurant a ouvert un mois plus tard, et j'ai invité tout le monde, y compris mes parents et Blake. Je pensais qu'ils seraient peut-être enfin fiers de ce que j'avais accompli. L'endroit recevait déjà des critiques positives localement, et nous étions complets pour les 2 premiers week-ends. Au lieu de cela, en plein milieu de la célébration, ma mère s'est penchée et a dit « Tu aurais dû t'associer avec Blake pour ça. Il a toujours voulu posséder un restaurant. » Juste comme ça, comme si ma réussite était en quelque sorte une occasion manquée pour mon frère. Blake a passé toute la soirée d'ouverture à se comporter comme s'il possédait les lieux, critiquant le menu au visage de Marcel, disant aux serveurs comment faire leur travail et proclamant bruyamment aux clients qu'il consultait sur le côté commercial des choses. J'ai souri et je n'ai rien dit. J'y étais habitué. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Je travaillais dans la finance de 7 h à 16 h, puis je me rendais directement au restaurant jusqu'à minuit. Les week-ends étaient entièrement consacrés au restaurant, gérant tout, des problèmes de fournisseurs aux problèmes de personnel. Je n'ai pas pris un jour de congé pendant près de 4 mois, mais ça en valait la peine. Au 8e mois, nous avions des clients réguliers, des critiques solides sur toutes les plateformes et nous avons même été présentés dans le journal local comme l'un des 10 meilleurs nouveaux restaurants à essayer à casser. L'entreprise devenait rentable plus tôt que je ne l'avais prévu, et je construisais quelque chose dont je pouvais réellement être fier. Pendant que je construisais une entreprise, Blake était occupé à dilapider son héritage. Fêtes, table VIP, voiture de sport louée, tout le Bataclan. Il a brûlé 200 000 $ en moins d'1 an. Je l'ai découvert grâce à des amis et des publications sur les réseaux sociaux, des photos de lui ouvrant des bouteilles dans des clubs, des légendes se vantant de la grande vie. Son Instagram est devenu un catalogue de mauvaises décisions financières. Une semaine, il publiait une photo de sa nouvelle montre à 5 000 $. La semaine suivante, c'était un voyage de week-end à Vegas où il a cartonné aux tables. La semaine d'après, il posait devant une Lamborghini louée, faisant semblant qu'elle était à lui. Ce qui a rendu les choses pires, c'est de découvrir qu'il disait à tout le monde que le restaurant était une entreprise familiale. Il a même emmené des partenaires commerciaux potentiels dîner et s'est présenté comme le propriétaire. Marcel m'en a parlé plus tard, disant que Blake avait distribué sa carte de visite personnelle aux fournisseurs, affirmant qu'il gérait toutes les décisions d'achat. Un soir, mon chef de bar m'a pris à part et m'a montré un reçu de carte de crédit avec une note de 7 cents $ que Blake avait essayé de faire passer en gratuité. Quand on l'a confronté, Blake a juste haussé les épaules et a dit « Quel est le problème ? On est une famille. L'argent reste dans la même poche. » Puis sa petite amie Camilla est tombée enceinte. Apparemment, elle pensait que Blake était un homme d'affaires prospère. C'est ce qu'il lui a dit. La réalité l'a frappé de plein fouet quand elle a réalisé qu'il était sans emploi et fauché. Mais cela n'a pas empêché Blake de son comportement de privilégié. Au contraire, la grossesse l'a rendu encore plus désespéré de mettre la main sur mon entreprise. C'est là que la vraie drame familial a commencé, avec moi en quelque sorte au centre de celui-ci. Il y a environ 1 an, ma mère m'a appelé un samedi matin pour me demander de venir à une importante réunion de famille. Quand je suis arrivé, la maison était remplie d'une vingtaine de parents, principalement du côté de ma mère. La mise en scène était évidente. Ils organisaient une intervention, mais pas du genre auquel on s'attendrait. Le salon avait été réaménagé pour faire face au canapé, où 2 sièges vides attendaient, un pour moi probablement, et un à côté de ma mère. Le reste de la famille était assis en demi-cercle comme une sorte de tribunal. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, me regardant avec le même regard désapprobateur avec lequel j'avais grandi. Parmi les visages familiers, j'ai remarqué 2 inconnus assis de part et d'autre de Blake, son meilleur ami 3, un type avec le crâne rasé et des tatouages sur les bras qui avait fait des allers-retours en prison pour des petits larcins, et mon cousin Jake, que je n'avais pas vu depuis des années.
Apparemment, il squattait chez mes parents depuis des mois. Au bout de 10 minutes, ma mère s'est levée et a annoncé que Camilla était enceinte de 3 mois et qu'il prévoyait un mariage pour le mois prochain. Tout le monde a applaudi, tandis que je marmonnais une rapide félicitation à Blake. Les faux sourires dans la pièce m'ont dit ce qui allait arriver avant même que ma mère ne le dise. Tante Debbie jetait des coups d'œil entre Blake et moi avec ce regard expectant. Oncle Tim vérifiait nerveusement sa montre. Ma cousine Karen, que je n'avais pas vue depuis 3 ans, semblait soudainement très intéressée par les affaires familiales. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle s'est levée à nouveau, cette fois en se tournant directement vers moi. Notre famille est sur le point d'accueillir un nouveau membre. Blake et Camilla entament un nouveau voyage, mais je comprends qu'il n'est pas facile de fonder une famille, surtout que Blake n'a toujours pas d'emploi stable. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a lâché la bombe. Rowan, je sais que tu as travaillé dur. Je suis vraiment fier de tout ce que tu as accompli, mais aujourd'hui, je veux que tu penses plus grand. Pense à ton frère. Pense à l'enfant que tu vas avoir dans ta vie. Et voilà. Je pense que tu devrais faire de Blake un copropriétaire de ton restaurant. Après tout, il a besoin d'un revenu stable, et les entreprises familiales devraient rester dans la famille. Il mérite une part égale sans avoir à investir d'argent. J'ai entendu des parents hocher la tête en signe d'accord. L'un d'eux a même dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est vrai. Rowan est le grand frère. Il devrait prendre soin des siens. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi. Il n'attendait pas seulement ma réponse. Il s'attendait à ce que je dise oui, comme si c'était déjà décidé. Je suis resté assis là pendant une minute entière à fixer mon verre. Puis j'ai levé les yeux vers ma mère et j'ai dit, « Vous êtes sérieuse ? Ce restaurant est quelque chose que j'ai construit avec tout ce que j'avais. J'y ai investi 180 000 $. Je travaille 80 heures par semaine à le gérer, et maintenant vous me dites que je devrais simplement en donner la moitié à Blake pour rien ? Je ne vais jamais accepter ça. » Elle a riposté immédiatement, sa voix dégoulinant de droits acquis. « Rowan, ton frère est au chômage et sur le point de devenir père. On est une famille. Ça ne t'affecterait même pas de partager. Tu es complètement égoïste. Peux-tu laisser ton neveu naître sans que personne ne s'occupe de lui ? » Je me suis levé, me fichant des parents qui regardaient. Alors où sont les 200 000 $ qu'il a hérités de grand-père ? Blake s'est mêlé à la conversation avec une réponse répétée, sa voix lisse d'une innocence feinte. Je l'ai investi avec un ami, mais l'affaire a échoué et j'ai tout perdu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu mens. Tu as tout dépensé en faisant la fête pendant l'année dernière. Ne crois pas que je ne savais pas. Dois-je montrer à tout le monde les photos de toi en train de jeter de l'argent dans des clubs de striptease, ou les reçus des 3 motos que tu as achetées et que tu as crachées ? Blake a immédiatement baissé la tête, mais pas avant que je n'aperçoive l'éclair de haine dans ses yeux. 3 s'est penché et lui a murmuré quelque chose en me lançant un regard noir. Avant que quiconque puisse intervenir, je me suis tourné vers mes parents. Je ne vais pas faire de lui un copropriétaire de mon restaurant. J'ai construit cette entreprise grâce à mon propre travail acharné, pendant qu'il était occupé à gaspiller son héritage. Si vous le voulez vraiment, donnez-moi 200 000 $ pour sa moitié. Je ferai de lui un associé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donnez-le à Blake. Donnez-le à son enfant. Je m'en fous. C'est alors que mon père a bondi, a attrapé son verre et me l'a jeté au visage. Surveille tonton. Je suis toujours ton père, et tu ne vas pas me manquer de respect devant cette famille. La pièce est devenue silencieuse. Tante Debbie a halté. Karen s'est couvert la bouche, et même Blake avait l'air choqué. J'ai essuyé mon visage avec ma manche, j'ai calmement pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Merci de me rappeler où je me situe dans cette famille, ai-je dit, en les regardant chacun une dernière fois avant de sortir. Je suis rentré chez moi en silence. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos et des appels de divers membres de la famille, certains s'excusant, d'autres réaffirmant pourquoi je devrais aider Blake. Je les ai tous ignorés. Pendant les 2 semaines qui ont suivi cette réunion de famille, j'ai reçu sans cesse des appels et des textos de mes parents. Ma mère alternait entre des voyages de culpabilité, je ne t'ai pas élevé pour être aussi égoïste, et une fausse douceur, on essaie juste d'aider ton frère à fonder une famille. Mon père était plus direct. Tu dois ça à ton frère. J'ai bloqué leur numéro après la première semaine, mais ils ont commencé à se pointer chez moi et au restaurant. Un soir,
Blake et 3 sont venus pendant le service du dîner et ont fait une scène, disant aux clients que je volais ma propre famille et que le restaurant devrait légitimement être à moitié à lui. J'ai dû les faire escorter dehors. Le personnel a commencé à s'inquiéter. Mon hôtesse a démissionné après que Blake soit arrivé un soir et ait menacé de la faire renvoyer une fois qu'il aurait pris le contrôle. 2 serveurs ont demandé des horaires différents pour éviter ces visites. Marcel a tenu bon, mais je pouvais voir que le drame constant l'usait. J'ai consulté un avocat au sujet de l'obtention d'une ordonnance restrictive, mais on m'a dit que sans menace directe de violence, il serait difficile de la faire appliquer. Le mieux qu'il pouvait offrir était une lettre de mise en demeure, que j'ai fait livrer chez mes parents. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon immeuble de bureau, créant une telle scène dans le hall que la sécurité a dû l'escorter dehors. Mon patron m'a appelé cet après-midi pour exprimer ses inquiétudes quant aux problèmes personnels affectant mon environnement professionnel. Je lui ai assuré que cela ne se reproduirait plus, mais je pouvais dire que ma réputation en avait pris un coup. Environ une semaine avant l'incendie, les choses se sont envenimées. Je faisais l'inventaire dans le bureau arrière quand Marcel a fait irruption. Blake est devant en train de se disputer avec l'hôtesse. Il exige d'être assis à une table réservée. Je me suis dirigé vers l'avant et j'ai trouvé Blake, défoncé comme un cerf-volant, en train de s'en prendre à notre hôtesse de 22 ans. « Sors », ai-je dit. « Tu n'es plus le bienvenu ici. »« Va te faire foutre », a-t-il marmonné. « Cet endroit devrait être à moi. Papa avait raison à ton sujet. Tu as toujours été une ordure égoïste. J'ai gardé un ton neutre. Tu dois partir maintenant, sinon j'appelle les flics. » C'est alors qu'il s'est jeté sur moi. Nous nous sommes écrasés sur une table, en voyant des verres et des assiettes se briser sur le sol. Les clients se sont précipités pour s'éloigner pendant que nous nous battions. Blake était défoncé mais a quand même réussi à me donner un bon coup de poing à la mâchoire. Je l'ai plaqué au sol, lui bloquant les bras. « Tu crois que tu es meilleur que moi ?» a-t-il craché. « Tu l'as toujours cru, mais je vais te montrer. Tu verras ce qui arrive quand on se frotte à moi. » La sécurité nous a séparés. Pendant qu'il l'emmenait de force, Blake a crié « Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Tu m'entends ?» J'ai déposé un rapport de police ce soir-là documentant l'agression et la menace. Les policiers ont recueilli les témoignages des témoins, mais ont expliqué que sans preuve supplémentaire d'un plan réel de commettre un incendie criminel, ils ne pouvaient l'inculper que d'agression simple et d'intrusion. Blake a été libéré sous caution le lendemain matin. Les choses se sont calmées après ça. Une semaine complète s'est écoulée sans signe de Blake, sans appel, sans menace, sans apparition. J'ai commencé à penser qu'il avait peut-être reculé après avoir vu le rapport de police. Peut-être avait-il enfin réalisé qu'il ne pouvait pas m'intimider pour que je lui donne ce qu'il voulait. J'aurais dû le savoir. Le restaurant a subi des conséquences immédiates. Plusieurs réservations ont été annulées après avoir entendu parler de la bagarre. Des critiques Yelp mentionnant le drame familial inconfortable ont commencé à apparaître. J'ai dû embaucher un agent de sécurité pour qu'il se tienne à l'entrée pendant les heures d'ouverture, une dépense que je n'avais pas budgétée. 9 jours plus tard, vers 2 heures du matin, j'ai reçu un appel paniqué de Marcel. Le restaurant est en feu. Je viens de recevoir un appel de la société de sécurité. Les pompiers sont là maintenant. J'ai enfilé des vêtements et j'ai traversé la ville à toute vitesse, grillant tous les feux rouges. À 3 pâtés de maison, je pouvais voir la lueur orange dans le ciel nocturne. Au moment où je suis arrivé sur les lieux, la rue était bloquée par des camions de pompiers, leur lumière clignotant sur les visages des badauds rassemblés. Je me suis précipité pour découvrir que mon restaurant était englouti par les flammes. Les pompiers faisaient de leur mieux, mais il était clair que les dégâts seraient importants. Je suis resté là, à regarder tout ce que j'avais construit brûler jusqu'au sol. Le chef des pompiers s'est approché de moi au lever du jour. Nous l'avons maîtrisé, mais je suis désolé de dire qu'il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Avez-vous une idée de comment cela a pu commencer? Je lui ai parlé de la menace de Blake dans le rapport de police. Je ne peux pas prouver que c'était lui, ai-je dit, mais je sais que c'était lui. Le lendemain matin, j'ai fait une déclaration à la police et aux enquêteurs sur l'incendie, mentionnant mes soupçons, y compris la menace de Blake et la bagarre au restaurant. La détective chargée de l'affaire, une femme nommée détective Reynolds, a pris des notes détaillées sur le conflit familial récent. Nous allons enquêter minutieusement, a-t-elle dit. Mais les affaires d'incendie criminel sont complexes et peuvent prendre plusieurs mois à constituer.
Nous devons établir non seulement qu'il s'agit d'un incendie criminel, mais qu'il a commis au-delà de tout doute raisonnable. Après avoir quitté le poste de police, j'ai appelé Blake. Il a décroché au 3e appel. « Salut, frérot. Quoi de neuf ?» Sa voix était désinvolte, comme si nous étions juste en train de nous rattraper. « Tu sais exactement ce qui se passe. » « Aucune idée de ce dont tu parles. » Je pouvais pratiquement entendre le sourire narquois à travers le téléphone. « Le restaurant a brûlé la nuit dernière. » Une pause. « C'est terrible. L'assurance couvre-t-elle ça? » Arrête tes conneries, Blake. J'étais à la maison toute la nuit. Demande à 3. Il s'est écrasé sur mon canapé. Une autre pause. Peut-être que c'était électrique. Ces vieux bâtiments, tu sais, le câblage se détériore. Tu vas le regretter. Il a ri. Regretter quoi? Être à la maison en train de dormir pendant que ton investissement part en fumée? Bonne chance pour prouver le contraire. J'ai raccroché en sachant 2 choses, il l'avait définitivement fait, et il pensait être intouchable. Ce serait son erreur. L'équipe d'enquête sur l'incendie a prélevé des échantillons sur les lieux, a analysé les schémas de brûlure et a recueilli des preuves. 3 semaines plus tard, ils l'ont officiellement classé comme incendie criminel. Quelqu'un s'était introduit par la porte arrière et avait utilisé un accélérant à plusieurs endroits. Les caméras de sécurité avaient été désactivées, mais ils en ont manqué une nouvelle caméra que Marcel avait installée dans la cuisine pour surveiller les livraisons de nourriture. Les images n'étaient pas excellentes, mais elles montraient 2 hommes. L'un ressemblait à Blake, et l'autre à 3. Ils versaient méthodiquement quelque chose sur les sols et les comptoirs avant d'allumer une allumette. Cependant, leur visage n'était pas assez clair pour une identification formelle. J'ai passé les semaines et les jours suivants à traiter avec les experts en sinistre, à réconforter les employés déplacés et à répondre aux questions constantes des fournisseurs et des clients. L'impact financier a été sévère. Bien que j'ai une assurance, il y avait une franchise importante, et la couverture contre l'interruption d'activité n'allait pas très loin. Pendant les 3 mois suivants, l'enquête s'est poursuivie. J'ai contacté la détective Reynolds chaque semaine, parfois quotidiennement. Il suivait les données des antennes de téléphonie cellulaire, interrogeait des témoins potentiels et construisait un dossier méthodiquement. Ma compagnie d'assurance a également envoyé ses propres enquêteurs, exigeant une documentation approfondie car les affaires d'incendie criminel déclenchent automatiquement des examens de fraude. Environ 2 mois après le début de l'enquête, mes parents se sont présentés chez moi à l'improviste. C'était un dimanche matin, et j'étais en train d'examiner des documents pour la compagnie d'assurance. J'ai ouvert la porte et je les ai trouvés debout là, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Nous devons parler de Blake », a dit ma mère en me poussant pour entrer dans le salon. Mon père a suivi, le visage sombre. La police est venue chez nous hier avec des questions sur l'endroit où se trouvait Blake la nuit de l'incendie. J'ai fermé la porte et je suis resté là, les bras croisés. Que voulez-vous que je fasse à ce sujet? La voix de ma mère s'est brisée. Il le traite comme une sorte de criminel. Il a peut-être commis une erreur, Rowan, mais il est toujours ton frère. Une erreur? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il a incendié mon entreprise. Il a détruit les moyens de subsistance de tous ceux qui y travaillaient. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. Mon père s'est avancé. Fils, nous te demandons d'abandonner les charges. Dis à la police que tu ne veux pas donner suite à ça. Blake risque une lourde peine de prison. Bien, ai-je dit sèchement. Il le devrait. Ma mère a commencé à pleurer. Comment peux-tu être aussi froid? Nous sommes ta famille. Ne te soucies-tu pas de ce que cela nous fait? La tension artérielle de ton père est au plus haut. Je peux à peine dormir. Et à qui la faute, ai-je demandé. Blake a fait ça, pas moi. Mon père a crié, si tu l'avais juste aidé quand il en avait besoin. Arrête là, les jeux interrompus. N'ose pas me faire porter le chapeau. Blake est un adulte qui a fait ses propres choix. Et vous aussi. Vous avez permis son comportement toute sa vie. Et maintenant, vous êtes surpris qu'il incendie un bâtiment parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait? Ma mère m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Rowan, si tu as déjà aimé cette famille, tu vas aider ton frère maintenant. Il va avoir un enfant. Veux-tu que ta nièce ou ton neveu grandisse avec son père en prison? Je me suis dégagé d'elle.
Blake aurait dû y penser avant de commettre un incendie criminel. Tu as toujours été jaloux de lui, a dit mon père, sa voix froide. C'est ta chance de le détruire enfin, n'est-ce pas? Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai maintenue ouverte. Ton grand-père aurait honte de toi, a dit ma mère en sortant. Il ne t'a pas élevé pour tourner le dos à ta famille. Non, ai-je répondu. Il m'a élevé pour me défendre, ce que vous ne m'avez jamais appris. Après leur départ, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai regardé le mur pendant longtemps. Leur visite a confirmé ce que je savais déjà. Ils choisiraient toujours Blake plutôt que moi, quoi qu'ils fassent. À leurs yeux, j'étais le méchant pour ne pas m'être sacrifié pour le sauver des conséquences. 4 mois après l'incendie, une percée est venue d'une source inattendue. Le propriétaire d'une station-service à 2 pâtés de maison du restaurant s'est présenté avec des images de sécurité cristallines. Blake et 3 avaient acheté 2 bidons d'essence et les avaient remplis 1 heure avant l'incendie, tous deux clairement visibles, tous deux utilisant des cartes de crédit à leur nom. Lorsque la police a exécuté des mandats de perquisition à leur domicile, ils ont trouvé des messages textes de Blake décrivant le plan « Si je ne peux pas avoir la moitié du restaurant, lui non plus ». Ils ont également récupéré des vêtements avec des traces d'accélérant qui correspondaient à ce qui avait été utilisé dans l'incendie. Le bureau du procureur de district a déposé des accusations formelles, et Blake et 3 ont été arrêtés près de 5 mois après l'incendie. Les accusations comprenaient l'incendie criminel au 2e degré, le complot, les dommages criminels et la fraude à l'assurance. 3 a immédiatement commencé à négocier un accord de plaidoyer pour témoigner contre Blake en échange d'une réduction des charges. J'étais au travail lorsque la détective Reynolds a appelé pour me dire qu'ils étaient en détention. Blake allait enfin faire face aux conséquences. Le lendemain de l'arrestation de Blake, j'ai conduit à la prison du comté où il le détenait. J'avais besoin de voir son visage. Quand ils l'ont amené dans la salle des visiteurs, il avait l'air d'un déchet, non rasé, les yeux injectés de sang, portant une combinaison orange. Mais la première chose qu'il a faite a été de me sourire. « Tu viens me faire sortir sous caution, grand frère » a-t-il dit, se penchant en arrière sur sa chaise. Je l'ai juste regardé. Pourquoi? Le restaurant n'était pas seulement mon entreprise. C'étaient les moyens de subsistance de 26 personnes qui y travaillaient. Il s'est penché en avant, le sourire disparaissant. Parce que tu es un crétin égoïste qui a toujours tout eu sur un plateau. Tu penses être tellement meilleur que moi. J'ai failli rire. Sur un plateau? J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. C'est toi qui as tout eu sur un plateau toute ta vie. Va te faire foutre, a-t-il craché. Tu aurais pu faire de moi ton associé. Une signature, c'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais non, tu devais tout garder pour toi. C'était à moi de le garder, ai-je dit doucement. Je l'ai construit avec mon propre argent, mon propre travail, et maintenant c'est parti. Il a souri, ce sourire revenant. Comment tu te sens, en sachant que je te l'ai pris? Je me suis levé. Tu seras en prison pendant des années, Blake. Est-ce que ça en valait la peine? Son sourire a vacillé. Maman et papa vont me sortir. Ils le font toujours. Je me suis tourné pour partir. Pas cette fois. Après avoir vu Blake, j'ai rencontré l'avocat Gavin au sujet de la maison que mon grand-père avait laissée à Blake et à moi. Il était temps d'agir sur ce front également. Quelles sont mes options pour la propriété que je copossède avec Blake, ai-je demandé après avoir expliqué la situation. Gavin a examiné à nouveau le testament. Puisque vous et Blake copossédez la propriété, vous avez le droit de forcer une vente de partage. Compte tenu des problèmes juridiques actuels de Blake, c'est le moment opportun. Vos parents n'ont aucun droit légal de rester là si les 2 propriétaires veulent vendre. Et à quelle vitesse pouvons-nous agir, ai-je demandé, connaissant déjà ma décision. Je peux déposer la requête aujourd'hui, a dit Gavin. Compte tenu des circonstances, nous pourrions potentiellement accélérer le processus. Vos parents vont probablement contester, mais avec la situation juridique de Blake, ils n'ont pas beaucoup de terrain sur lequel s'appuyer. Fais-le, ai-je dit. Dans l'affaire pénale, c'est le bureau du procureur de district qui s'en occupe. Gavin a expliqué qu'en tant que victime, on vous demandera de fournir des témoignages et des preuves, mais l'État poursuit l'affaire. Mon conseil est de coopérer pleinement avec les procureurs. Assurez-vous qu'ils comprennent l'impact que ce crime a eu sur vous et vos employés. Au cours des mois suivants, j'ai fait exactement cela. J'ai fourni aux procureurs tout ce dont ils avaient besoin, des documents financiers montrant mon investissement dans le restaurant,
des informations sur la paie des employés pour démontrer les moyens de subsistance touchés, et des comptes rendus détaillés des menaces de Blake et de son comportement antérieur. J'ai même créé une chronologie complète des événements menant à l'incendie, y compris des captures d'écran des messages de Blake sur les réseaux sociaux montrant ses dépenses excessives, des documents de ses perturbations au restaurant et des témoignages d'employés qui l'avaient harcelé. Pendant ce temps, les roues de la justice tournaient lentement. L'affaire de Blake ne serait pas jugée avant près d'1 an. Son avocat a déposé requête après requête pour des retards, affirmant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour préparer sa défense. Le procureur de district m'a averti que c'était la procédure standard, en particulier dans les cas où les preuves étaient accablantes. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction. Le processus de réclamation d'assurance a traîné pendant 8 mois pendant qu'ils enquêtaient sur tous les aspects de l'incendie pour s'assurer que je n'étais pas impliqué. Procédure standard, ont-ils dit, mais incroyablement frustrant quand on est la victime. J'ai dû fournir des années de documents financiers, subir plusieurs entrevues et naviguer dans une paperasserie sans fin. Quant à la maison, l'action de partage a pris 4 mois à traverser les tribunaux. Mes parents se sont battus, bien sûr, invoquant des difficultés et essayant de retarder, mais le juge a finalement statué en ma faveur. La maison devait être vendue et le produit partagé entre Blake et moi. Compte tenu de l'incarcération de Blake, sa part a été versée dans une fiducie gérée par le tribunal jusqu'à la conclusion de l'affaire pénale. Mes parents ont été forcés de quitter la maison dans laquelle ils vivaient depuis des décennies, la maison où j'avais grandi en me sentant comme un citoyen de seconde zone. Ils ont dû réduire considérablement leur train de vie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant les camions de déménagement, juste un étrange sentiment de clôture. La maison s'est vendue 5 mois après l'incendie pour $500 000. Ma moitié, $250 000, m'a été versée immédiatement. La moitié de Blake est restée sous séquestre en attendant l'issue de son affaire en tant que restitution potentielle pour les dommages causés par l'incendie criminel. Pendant toute cette période, Camilla a eu le bébé, un garçon qu'ils ont appelé Tyler. Je ne l'ai jamais rencontré. Mes parents m'ont envoyé des photos avec des légendes passives-agressives, ton neveu que tu as refusé de reconnaître et la famille à laquelle tu tournes le dos. Je les ai toutes supprimées sans répondre. Les conséquences financières de l'incendie ont été brutales. En attendant le versement de l'assurance, j'ai dû puiser dans mes économies pour aider certains de mes employés qui étaient en difficulté. Marcel a refusé les offres d'autres restaurants, restant fidèle pendant que nous planifions notre retour. Je lui ai promis un steak dans le nouvel endroit quand nous aurions reconstruit. Finalement, 11 mois après l'incendie, la date du procès de Blake est arrivée. À ce moment-là, 3 avaient déjà accepté un accord de plaidoyer de 3 ans en échange de son témoignage. Le procès lui-même a été étonnamment bref, seulement 4 jours. Les preuves étaient accablantes, les images de sécurité, les reçus de la station-service, les messages textes, le témoignage de 3 et les preuves médico-légales de la scène de l'incendie. J'ai témoigné le 2e jour, racontant la réunion de famille, les menaces de Blake et la bagarre au restaurant. L'avocat de Blake a essayé de présenter cela comme une querelle familiale exagérée, suggérant que Blake n'avait jamais eu l'intention d'incendier réellement le restaurant, juste de me faire peur. Le jury n'y a pas cru. Après seulement 6 heures de délibération, ils sont revenus avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Blake a été condamné à 8 ans de prison pour incendie criminel et chef d'accusation connexe avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Le juge lui a également ordonné de payer une restitution pour les dommages non couverts par l'assurance, environ $150 000, qui proviendrait de sa part du produit de la vente de la maison. Alors que l'huissier emmenait Blake, il m'a regardé avec une haine pure. Mes parents étaient assis dans la rangée derrière lui, ma mère sanglotant dans ses mains, mon père regardant droit devant lui avec une expression vide. Ils ne m'ont pas du tout reconnu. Le lendemain de la condamnation, j'ai reçu un texto de ma mère me demandant de la rencontrer. J'ai accepté. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis à une table de coin. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Tu as obtenu ce que tu voulais » a dit mon père dès que je me suis assis. « Es-tu heureux maintenant » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne voulais rien de tout ça. Blake a fait ses choix. 8 ans, a chuchoté ma mère, sa voix se brisant. Notre fils sera en prison pendant 8 ans parce que tu n'as pas pu lui pardonner. Lui pardonner? J'ai secoué la tête avec incrédulité. Il a commis un incendie criminel. Il a détruit mon entreprise. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer?
Nous nous attendions à ce que tu sois un frère, a sifflé mon père, se penchant sur la table. Tu aurais pu demander la clémence. Tu aurais pu dire au juge que ce n'était qu'une querelle familiale. Ce n'était pas seulement une querelle familiale, ai-je dit, gardant un ton neutre. Il a commis un crime grave. Ma mère a tendu la main vers moi, mais je me suis dégagé. Mais il est toujours ton frère, ton sang. Et c'est censé tout excuser, ai-je demandé. Nous en avons fini avec toi, a dit mon père, sa voix tremblant de rage. Tu n'es plus mon fils. En ce qui nous concerne, nous n'avons plus qu'un seul enfant maintenant, et il est en prison. J'ai répondu, me tournant pour partir. Peut-être lui rendre visite de temps en temps. Il aura besoin de tout le soutien possible. La voix de ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. Ne nous contacte plus jamais. Tu as ruiné cette famille. Je suis sorti sans me retourner, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Les derniers liens avaient été coupés. 2 semaines après la condamnation, la compagnie d'assurance a finalement versé le montant total, $230 000 pour le bâtiment et l'équipement, $45 000 pour l'interruption d'activité et $25 000 pour la perte d'inventaire. Combiné à ma moitié de la vente de la maison, j'avais maintenant $550 000 pour reconstruire. La reconstruction du restaurant a pris du temps. Trouver un nouvel emplacement approprié a pris 3 mois. Je me suis installé dans un endroit dans le quartier de River Market, plus cher mais avec une meilleure circulation piétonnière et une meilleure visibilité. Obtenir les permis et les approbations a pris 2 mois supplémentaires. La construction et les rénovations ont duré 6 mois. Tout au long de ce processus, je suis resté en contact avec mes anciens employés, leur offrant des avances et les aidant à trouver un travail temporaire, leur promettant de récupérer leur emploi une fois que nous aurions rouvert. Marcel est resté avec moi tout le temps. Il a aidé à concevoir la nouvelle cuisine, à tester des éléments de menu lors d'événements pop-up que nous avons organisés pour maintenir notre nom dans la communauté, et n'a jamais faibli dans son engagement envers notre vision. J'ai embauché un nouveau directeur général avec de l'expérience dans la relance de restaurants en difficulté, un gars nommé Derek qui avait travaillé pour de grandes chaînes avant de vouloir quelque chose de plus personnel. Il a amené une équipe de serveurs avec qui il avait déjà travaillé, des personnes en qui il avait confiance pour fournir un service de qualité. Le nouvel emplacement coûtait plus cher, mais offrait une meilleure visibilité et un meilleur stationnement. Le locataire précédent avait été un gastropub raté, donc l'infrastructure de la cuisine était déjà en place, ce qui nous a permis de réaliser d'importantes économies sur les coûts de rénovation. J'ai négocié un bail avec la possibilité d'acheter après 5 ans, pensant à long terme malgré tout ce qui s'était passé. Pendant la reconstruction, j'ai été approché par 3 investisseurs différents qui avaient entendu parler de mon histoire. Ils ont offert du capital en échange de capitaux propres. Je les ai tous refusés. Après ce qui s'est passé avec Blake, je n'étais pas sur le point d'abandonner le contrôle de mon entreprise, aussi attrayante que l'offre puisse paraître. 18 mois après l'incendie, notre nouveau restaurant a finalement ouvert ses portes, plus grand, mieux conçu et dans un emplacement plus en vue. Nous avons tout amélioré, un meilleur équipement de cuisine, un grill à bois personnalisé, un vrai bar avec des cocktails artisanaux et une salle à manger privée pour les événements. Marcel a créé un menu qui mélangeait sa formation à la Nouvelle-Orléans avec les saveurs de Kansas City, une cuisine réconfortante haut de gamme dont les gens ne pouvaient pas se lasser. La soirée d'ouverture a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Toutes les tables étaient réservées, une file d'attente à la porte et une liste d'attente s'étendant sur 2 semaines. Les réseaux sociaux ont explosé avec des photos de nourriture et des critiques positives. Alors que je me déplaçais dans la salle à manger pour saluer les clients, la détective Reynolds est arrivée avec son mari. « Je pensais que vous aimeriez une mise à jour », a-t-elle dit après que je les ai installés à notre meilleure table. L'appel de votre frère a été rejeté la semaine dernière, et j'ai entendu dire que vos parents avaient dû vendre leur voiture pour payer leur loyer. Apparemment, ils ont dépensé tout ce qu'il avait pour la défense juridique de Blake. J'ai hoché la tête, ne ressentant aucune satisfaction, mais aucune sympathie non plus. Merci de me le faire savoir. Le dîner est offert ce soir. Alors que je continuais à faire le tour, j'ai discuté avec une table d'habitués de l'ancien endroit. Ils avaient été parmi les premiers à réserver lorsque nous avons annoncé la réouverture. L'un d'eux a levé son verre et a dit, pour un retour en force. Le reste de la salle à manger, entendant cela, s'est joint au toast. J'ai dû aller dans la cuisine pendant 1 minute pour me ressaisir. Ce soir-là, nous avons réalisé $15 000 de vente, soit plus du double de notre meilleure soirée à l'ancien emplacement. Au 3e mois,
nous réalisions un bénéfice constant et avons dû commencer une liste d'attente pour les réservations les week-ends. J'ai offert à Marcel une participation de 15% dans l'entreprise, qu'il a acceptée avec une poignée de main ferme. Derek a obtenu 5% avec la possibilité d'en obtenir davantage en fonction de ses performances. Ces décisions n'étaient pas seulement des décisions commerciales intelligentes. Il s'agissait de construire une équipe qui était investie dans notre succès. 1 an après la réouverture, j'ai reçu une lettre de Camilla. Elle a expliqué qu'elle et Blake s'étaient séparés pendant qu'il était en prison et qu'elle élevait leur fils seul. Elle s'est excusée pour son rôle dans le drame familial et a demandé si j'envisagerais de rencontrer mon neveu. Je ne me suis pas encore décidé à ce sujet. Ma relation avec mes parents reste inexistante. Ils envoient des cartes pour mon anniversaire et à Noël, généralement avec des messages remplis de culpabilité sur la famille et le pardon. Je ne réponds pas. Pendant ce temps, le restaurant continue de prospérer. Nous avons étendu nos services pour offrir le service du déjeuner, avons embauché 3 chefs supplémentaires pour travailler sous Marcel et envisageons d'ouvrir un 2e emplacement à l'autre bout de la ville. L'incendie était censé détruire tout ce que j'avais construit, mais au lieu de cela, il m'a forcé à reconstruire quelque chose de mieux. Plus tard, après le départ des derniers clients et que le personnel ait fini de nettoyer, Marcel a sorti des boissons. Pour renaître de ses cendres, a-t-il dit, en versant. Nous avons trinqué, et j'ai regardé autour de moi mon nouveau restaurant, prospérant malgré tout ce que Blake avait essayé de détruire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est d'aller de l'avant et de réussir pendant qu'ils restent coincés dans le chaos qu'ils ont créé.